Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je me présente, Antoine Nozal, conseiller entreprise à la Chambre de métiers de l'artisanat de région Grand Est, donc la CMA Grand Est. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une réunion d'information sur la création d'entreprise. J'ai dit donc un atelier de la créa. Donc 2 heures pour comprendre comment m'y prendre. Alors, ce sera 2 heures au grand maximum. Potentiellement, ça durera un petit peu moins longtemps. Voilà, donc on verra bien en fonction de vos questions. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser l'onglet donc questions pour poser vos différentes questions lors de cette présentation. Voilà. Je vais tout simplement couper ma caméra pour que vous puissiez vous concentrer sur la petite présentation et je la réactiverai à la fin éventuellement en fonction de vos différentes questions. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente présentation et à très vite. Voilà, alors vous devriez toujours bien m'entendre. Je vais démarrer donc cette présentation sur la création d'entreprise par vous parler, très rapidement, hein, succinctement de la CMA Grand Est, donc la Chambre du métier et de l'artisanat de région Grand Est. La Chambre de métier de l'artisanat de région Grand Est, c'est un organisme qui a pour objectif de vous accueillir, de vous informer, de vous conseiller, tout au long de votre projet de création d'entreprise, mais je dirais d'une manière plus générale, tout au long de la vie, de votre entreprise. Donc, tout au long de la vie de votre entreprise et de votre projet, on va également être là pour vous former, vous accompagner en tant que chef d'entreprise et également éventuellement vos futurs collaborateurs. On aura également le rôle de vous représenter et de défendre vos intérêts, de l'artisanat en tout cas, et puis de promouvoir les différents savoir-faire artisanaux et également l'apprentissage que vous connaissez sans doute. Donc voilà, on a des missions assez larges, hein. L'idée, c'est que vous puissiez nous solliciter finalement un peu en fonction de vos besoins tout au long de votre projet ou de la vie de votre entreprise. Donc, il ne faudra vraiment pas hésiter, hein, à nous solliciter à la suite de cette réunion pour qu'on puisse continuer à vous accompagner. Voilà. Alors, si je rentre, dans la question des objectifs de la réunion aujourd'hui. L'idée, c'est que vous puissiez vous poser les bonnes questions et que vous trouviez certaines premières réponses à vos premières questions dans le cadre de ce projet de création, reprise d'entreprise que vous avez. Pour vous poser finalement les bonnes questions, il va falloir aussi identifier, hein, finalement, les étapes importantes à suivre et à suivre de préférence dans l'ordre pour créer une entreprise, voilà, et éventuellement savoir où vous en êtes parce que vous avez peut-être déjà commencé à travailler sur certaines questions. L'idée, c'est qu'on fasse le point et qu'on avance ensemble. L'idée, c'est également que je vous parle des possibilités que vous avez pour vous faire accompagner dans cette démarche, hein. C'est pas anodin de créer une entreprise, donc l'idée, c'est aussi qu'on puisse, vous accompagner dans la démarche de réalisation. Voilà. J'entame tout de suite, avec, ces différentes premières grandes étapes éventuellement auxquelles vous êtes. Donc peut-être que vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise et dans ce cas-là, on va vous présenter les étapes détaillées à suivre. Peut-être que vous souhaitez avancer sur votre projet et dans ce cas-là, il faudra qu'on aille un petit peu plus loin, savoir comment vous pouvez le concrétiser. Peut-être que vous êtes ici parce que justement vous souhaitez, de l'aide et dans ce cas-là, je vous expliquerai comment on peut nous, chambre de métier de l'artisanat, vous aider, vous accompagner et puis peut-être que vous êtes dans un stade plus avancé et que votre projet est prêt. Et dans ce cas-là, je vous donnerai quelques informations vous permettant de vous lancer et d'officialiser les choses. Voilà. Ça, c'est le programme. Vous voyez que globalement, en fonction de là où vous en êtes, eh bien, finalement, on pourra également vous accompagner. Alors, les étapes. Les étapes de votre projet dans le cadre de cet atelier de la créa. Alors, ce que vous voyez affiché ici, c'est donc 7 grandes étapes. Alors, vous pourrez parfois trouver, ici et là, d'autres manières de découper, hein, l'accompagnement à la création d'entreprise, mais c'est globalement toujours la même chose, toujours les mêmes étapes. Hein. Les 5 premières étapes sont notamment cruciales, on va effectivement les commenter dans le détail, mais on va aussi, commencer par faire un petit détour sur l'étape 7, très rapide, pour vous dire que voilà, l'étape 7, c'est l'étape d'immatriculation. C'est la dernière étape que vous voyez sur ce schéma. L'immatriculation, c'est la déclaration administrative de votre entreprise. C'est donc littéralement la dernière étape. Je vous invite vraiment à faire cette étape-là en dernier, hein, à la faire une fois que votre projet sera prêt, hein, sera, j'ai envie de dire, ficelé. Voilà, donc l'étape d'immatriculation, c'est la dernière, c'est la déclaration administrative. Avant ça, il y a un certain nombre de choses à voir. Première étape, vérifier que finalement le projet, il est compatible avec vous, avec votre profil, pour des questions réglementaires, mais aussi avec votre vie, vos contraintes, vos envies, vos motivations. Ça peut paraître parfois comme une étape, peut-être pour certains, je dirais pas inintéressante, mais en tout cas qu'on a envie de vite passer et pour autant, c'est vraiment crucial pour avancer sur la suite.
L'étape suivante, c'est l'étape de l'étude de marché, de l'élaboration de votre future stratégie. Là, l'idée, si je devais le résumer simplement, c'est de savoir où vous allez mettre les pieds en tant que chef d'entreprise. Et c'est crucial de savoir où on va mettre les pieds. Donc l'étude de marché, elle a vraiment cette vocation à vous aider à avancer et à avancer en étant dans, finalement pas dans le flou, hein, en voyant un petit peu là où vous voulez aller et finalement en pouvant estimer, le chiffre d'affaires, hein, donc les recettes que vous allez pouvoir générer. Ça, c'est l'objectif de l'étude de marché. On y reviendra un petit peu, mais voilà, je pense que vous saisissez l'idée. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur l'étude de marché, on passe à l'étape des alors ce qui est noté là, c'est des moyens d'exploitation. Alors c'est le terme comptable, je vous l'ai mis comme ça, vous l'aurez entendu au moins une fois. L'idée, c'est de se dire quels sont les moyens humains, matériels, techniques que vous allez devoir mobiliser pour votre projet. Certains vont peut-être me dire: «J'aurais besoin d'un véhicule, d'une camionnette», d'autres de machines, d'autres de logiciels ou peu importe, voilà. L'idée, c'est de bien peut-être certains aussi, d'équipes, voilà, de collaborateurs, d'associés. Tout ça, il va falloir le définir, le quantifier, et c'est très important et c'est en général assez logique de le faire une fois qu'on a précisé son projet grâce notamment à l'étude de marché juste avant. Une fois qu'on a listé tous ces moyens et j'insiste sur ce point, même quand on me dit: «Je veux créer une micro-entreprise», hein, je reviendrai sur la micro-entreprise, même quand on crée une micro-entreprise, il faut être au clair sur ce dont on va avoir besoin. Eh bien, on peut passer à une étape suivante qui est celle de l'étude financière prévisionnelle, hein, l'étape numéro 4. L'étude financière prévisionnelle, elle est clé parce que l'idée, c'est de traduire en termes financiers tout ce que vous aurez finalement travaillé dans les 3 premières étapes. Hein, il va falloir mettre des chiffres dans des cases, dans des bons documents, hein, qui sont des documents normés d'un point de vue comptable. Évidemment, on sera là pour vous accompagner à les établir. Ce qui est important, c'est de ne pas confondre l'étape 4, donc l'étude financière, avec ce qu'on va appeler plus tard le plan d'affaires ou le prévisionnel. Hein, je vous le dis déjà, c'est bien une étude financière prévisionnelle, mais globalement, ça n'est pas le plan d'affaires ou le business plan, c'est une étape parmi d'autres. Mais il va falloir la franchir, hein. Donc là, l'idée, c'est d'aligner finalement ces recettes que vous espérez générer avec de l'autre côté des charges, voilà, qu'il va falloir recouvrir notamment. L'idée, c'est de vérifier que votre projet il est viable, il est faisable, il est viable, il est rentable et suffisamment en fonction de ce que vous souhaitez aussi vous rémunérer. Voilà. L'étape numéro 5, elle est également cruciale puisque c'est l'étape des choix juridiques, fiscaux, sociaux. Souvent, cette étape numéro 5 aussi, on a envie de s'y attaquer un petit peu tôt parce que c'est des sujets qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, des sujets qui nous font un peu peur. Pour autant, croyez-moi, quand on a bien travaillé les 4 premières étapes, finalement, l'étape numéro 5, elle devient beaucoup plus facile à traiter. Voilà, donc évidemment, dans cette réunion, on va l'aborder, hein, on va introduire ces sujets-là. L'idée pour vous, c'est qu'au moment où vous arrivez à l'étape 5, vous puissiez, voilà, globalement, faire vos choix. Voilà. Une fois qu'on a réalisé, ces 5 premières étapes, en fin de compte, on est à l'étape de ce qu'on appelle le business plan. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le business plan, le plan d'affaires en français, c'est un document qui va rassembler ces 5 premières étapes et qui va coucher ça sur le papier. Voilà. Voilà, donc sur le papier ou évidemment dans un document numérique aujourd'hui dans la plupart des cas. C'est un document qui peut être assez costaud et qui présente littéralement votre projet sous toutes les coutures. Voilà. Donc c'est un document qui est essentiel, le business plan, hein, qu'on appelle également le plan d'affaires en français, parce que déjà, il va vous servir à vous pour valider que ce projet que vous êtes en train de construire, il vous convient et que vous souhaitez poursuivre. Voilà. Parce que si ça ne vous convient pas, il est encore temps de revenir sur certaines étapes, de retravailler certains éléments pour ensuite pouvoir effectivement valider vous-même déjà votre plan d'affaires. Ensuite, ce document, il va vous servir pour l'étape numéro 6 et c'est là que j'avance. L'étape numéro 6, c'est l'étape, du financement également. C'est-à-dire ce plan d'affaires-là, ce business plan, vous allez le présenter, à, un ou plusieurs financeurs. Donc ça peut être des financeurs très traditionnels comme les banques, mais ça peut être aller chercher une subvention, un prêt d'honneur, j'en reparlerai. Voilà, bah, pour aller chercher du financement, il faut forcément aller présenter un business plan, un plan d'affaires, hein, c'est la même chose. Donc globalement, cette étape, enfin l'ensemble de ces 5 premières étapes est essentiel pour ensuite passer à l'étape 6. Et puis l'étape 6 est essentielle pour financer votre projet. Et puis, une fois que le projet il est prêt et qu'il est financé, vous pouvez passer à la fameuse étape de l'immatriculation, l'étape numéro 7. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une logique. Voilà. Il y a une logique finalement qu'il faut suivre et quand on la suit dans l'ordre, croyez-moi, on y gagne et on maximise très largement ses chances de réussite. Voilà. Si je poursuis maintenant, il va falloir passer, hein, mine de rien, de votre idée, de vos idées éventuellement à votre projet. Et donc là, je reviens un petit peu, je rembobine en arrière et on va essayer sur chacune des étapes que je vous ai présentées, d'aller creuser un petit peu pour vous donner des informations complémentaires et que vous puissiez commencer à y travailler déjà peut-être de votre côté ou au moins à y réfléchir. Avant cela, simplement un tout petit détour.
sur le concept de la reprise d'entreprise. C'est-à-dire que là, peut-être que vous venez ici parce que vous souhaitez créer une nouvelle entreprise, mais finalement, peut-être que vous auriez tout intérêt à reprendre une entreprise existante pour ne pas partir de zéro. Alors, il y a des grands principes dans la reprise, il y a de nombreux avantages. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que reprendre, c'est mieux que créer ou vice-versa. C'est deux options qui sont intéressantes. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site transentreprise.com, qui est d'ailleurs noté sur le diapo que vous voyez en ce moment même, pour aller regarder un petit peu les entreprises qui peuvent être à reprendre dans votre secteur ou dans votre localité, enfin, ou dans votre ville ou autour de vous, voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas également à nous signifier si vous dites, tiens, pourquoi pas reprendre? Parce que les avantages sont nombreux. Et notamment, quand on va aller chercher du financement, c'est beaucoup plus facile d'aller en chercher quand on reprend une entreprise parce qu'il y a une assise finalement. Et puis, il faut se le dire, les entreprises qui sont reprises tiennent beaucoup plus dans la durée que les entreprises qui sont créées. Donc, c'est vrai que ça peut être une piste intéressante, soit tout de suite, soit éventuellement plus tard, lorsque vous souhaiterez monter en puissance, vous développer, bien, racheter une entreprise pour vous développer, ça peut être également une piste. Voilà. J'en parlerai pas plus aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, gardez ça dans un coin de votre tête, ça peut être tout à fait intéressant. Voilà. Alors, si je reviens donc aux fameuses étapes, la première, c'était finalement de réfléchir à est-ce que le projet, il est compatible avec moi, ma vie, mes contraintes, etc. La première chose, c'est votre situation personnelle. Voilà, votre personnalité, votre famille, votre situation familiale, votre emploi éventuellement actuel, votre situation patrimoniale, votre situation éventuellement fiscale, sociale. Tout cela, c'est des éléments qu'il va falloir prendre en compte au moment où on veut créer ou reprendre une entreprise. Peut-être que tout ça, ça génère quelques contraintes. Peut-être des contraintes financières, ça peut être un emprunt en cours pour la maison, pour la voiture, etc. Peut-être des contraintes de santé, des contraintes de temps, des activités que vous avez. Tout cela, il faut quand même le prendre en compte parce que, je prends des fois l'exemple, mais si vous me dites que vous souhaitez ouvrir un commerce 7 jours sur 7 et qu'il y a peut-être un enfant à garder, ça peut être, vous voyez, des contraintes. Alors, il ne faut pas le voir de manière négative, c'est simplement qu'il va falloir que le projet s'adapte à ces contraintes que vous avez dans votre vie personnelle. Voilà. Il faut également faire le point sur vos compétences. Il faut dans tous les cas se dire, bah voilà, quelles sont finalement les formations, les expériences, les compétences qui vont pouvoir me servir dans ce projet. Et les compétences, il y a différents champs de compétences. Les compétences que vous avez dans votre domaine, votre métier, les compétences qu'on appelle techniques. Mais il va falloir demain être capable de vendre, donc avoir des compétences d'un point de vue commercial. Il faudra gérer, il faudra utiliser le numérique, il faudra peut-être gérer des équipes. Voilà. Tous ces volets-là, il va falloir faire un grand point là-dessus pour être sûr que c'est OK. Et puis, il va falloir se poser aussi la question de qu'est-ce qui vous motive. Ça, c'est très important de le faire au départ. Je ne vous parle pas de passer 3 ans sur la question de pourquoi vous allez créer une entreprise. Ce n'est pas l'idée. C'est simplement de se dire pourquoi je crée. Voilà. Est-ce que c'est pour avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que c'est pour développer mes revenus? Par exemple, des motivations financières, c'est important, il faut les quantifier. Est-ce que c'est pour des questions de valeur? Est-ce que c'est pour des questions voilà, d'organisation dans ma vie au quotidien? Enfin, voilà. Tout ça, c'est important de le clarifier au départ pour que le projet ensuite soit bien compatible avec tout ça. Et d'ailleurs, s'agissant du volet mes compétences, mes formations, etc., eh bien, faites attention parce que bon nombre d'activités sont réglementées. Autrement dit, certaines activités ne sont pas accessibles aux personnes qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas un CAP ou 3 ans d'expérience, par exemple. Donc là, vous avez certaines activités qui sont affichées, c'est juste pour vous donner des exemples. Voilà, par exemple, on ne peut pas s'installer en tant qu'électricien si on n'a pas effectivement un diplôme ou de l'expérience dans le domaine, ce qui paraît logique à la fois pour la sécurité de l'électricien et aussi de ses clients. Donc voilà, là, c'est une liste qui est non exhaustive. Il faudra bien, si vous le souhaitez, vous rapprocher de votre chambre de métier de l'artisanat pour vérifier que vous êtes bien dans les clous et que vous pouvez, dans votre situation, entreprendre dans les activités que vous souhaitez. Attention à ceux qui préparent tous leurs projets et qui se rendent compte à la fin que malheureusement, ils ne peuvent pas le lancer puisque au niveau des qualifications, ça coince. Voilà, ça c'est dans la loi. Il faudra vraiment clarifier ces points-là. Je passe ensuite à la partie étude de marché. Donc, une fois qu'on a clarifié ce premier volet, voilà, le projet compatible avec nous-mêmes, finalement, avec notre profil, etc., on va se poser la question de quel va être le marché dans lequel je vais, moi, m'insérer en tant que futur professionnel ou éventuellement les marchés, si j'ai plusieurs idées différentes. L'idée d'étudier son marché, c'est d'étudier notamment les 3 composantes que vous voyez affichées. La première, c'est l'environnement. C'est éventuellement les réglementations spécifiques à mon activité, c'est la législation, c'est peut-être aussi le contexte, les tendances de consommation, les éventuelles innovations au niveau du matériel, etc. C'est se dire, voilà, je ne vais pas entreprendre finalement seul dans mon coin, je vais être dans un environnement assez spécifique, assez large. Il va falloir que je le maîtrise, cet environnement, pour finalement que tout joue en ma faveur.
Il va falloir également que je m'intéresse à ce qui existe déjà, hein. Donc, autrement dit, à mes concurrents, qui vont être soit directs, soit indirects, donc qui vont proposer des choses plus ou moins similaires à ce que je vais proposer. Et les concurrences, ça s'étudie de manière rigoureuse, hein. Et quand on fait une étude de la concurrence très rigoureuse, je voyais encore le cas là très récemment, et je dirais que je le vois même presque au quotidien, ça fait la différence parce qu'on détecte des éléments très importants pour son projet. On va également étudier la demande. Ben voilà, quels vont être demain mes clients? Qui sont-ils? Comment je les caractérise? Et comment je vais pouvoir répondre au mieux à leurs attentes, à leurs besoins? Voilà. Et comment les trouver au mieux en fonction aussi de leur comportement d'achat. Tout ça, l'idée, c'est de vérifier que finalement, votre projet, il a un potentiel. Et s'il a un potentiel, quel est ce potentiel en termes de chiffre d'affaires? Afin de définir une stratégie commerciale, marketing, voilà, qui soit cohérente par rapport à votre projet et à tout le contexte. Voilà. Donc, c'est vraiment une étape clé pour s'en sortir et être sûr qu'à un moment donné, on ne se lance pas dans l'inconnu total, qu'on a quand même une visibilité sur là où on va aller et qu'il y a un potentiel suffisant pour que vous puissiez potentiellement en vivre ou vous développer un beau complément d'activité. Voilà. Donc, l'étude de marché, c'est encore une fois souvent une étape un petit peu négligée parce qu'on est souvent soi-même convaincu de son idée et de ses idées et c'est normal, mais il va falloir aller confronter ça à la réalité pour être sûr qu'on avance dans la bonne direction. Lorsqu'on avance dans son projet, là je vais évidemment un peu vite parce que tout cela c'est des introductions, eh bien on s'intéresse à la question des moyens. Les moyens, c'est éventuellement le matériel, un local, des machines, une camionnette, plusieurs véhicules, peu importe de quoi j'ai besoin. Pour certains, la liste est assez réduite, pour d'autres, la liste est assez longue. Hein, de ce point de vue-là, ça varie en fonction des projets. Donc, de ce point de vue-là, peu importe le projet, il va falloir réfléchir à ce dont vous aurez besoin précisément, que ce soit pour créer une, j'ai envie de dire, plus grande entreprise ou éventuellement même une micro-entreprise. Voilà. Il va aussi avoir la question donc du local, j'en ai parlé, mais éventuellement de l'équipe, voilà, ou des équipes, peu importe. Peut-être que vous allez me dire aussi, ben, les premières années, je vais être seul, mais au bout de la deuxième ou troisième année, il faudra que j'embauche quelqu'un parce que je ne pourrai pas être seul trop longtemps. Eh bien, dans ce cas-là, il faut qu'on se projette sur 3 ans quand on prépare une entreprise et que donc on intègre le fait que vous allez potentiellement embaucher à 2 ou 3 ans et voir si c'est viable finalement dans votre cas. Donc, on s'intéresse à ce dont on va avoir besoin, les moyens d'exploitation, hein. On dit moyens d'exploitation puisque c'est les moyens qui vont nous permettre d'exploiter nos idées, hein. On avance dans son projet et on arrive à l'étape cruciale de l'étude financière prévisionnelle. L'étude financière prévisionnelle, c'est une étape clé dans laquelle on va traduire en termes financiers tous les éléments en lien avec votre projet. Dans cette étude financière, on va trouver 3 grands documents que je vais vous présenter, hein, et qui vont vous permettre finalement de vérifier bien que le projet il est finançable, il est viable et qu'il est suffisamment rentable en fonction de vos objectifs. Le premier document qu'on va travailler dans le cadre de l'étude financière prévisionnelle, c'est ce qu'on appelle un plan de financement. Alors là, il est noté plan de financement initial puisque c'est celui qu'on fait au démarrage du projet. Mais une fois qu'on maîtrise le plan de financement, on peut aussi le décliner dès lors qu'on va avoir besoin de se développer. On va également travailler ce qu'on appelle le compte de résultat. Le compte de résultat va nous permettre de calculer ce qu'on appelle littéralement en comptabilité le résultat, qui va être potentiellement du bénéfice, potentiellement des pertes ou du déficit. L'idée, évidemment, quand on travaille sur un projet, c'est d'arriver à une situation où cela dégage un bénéfice suffisant. Et puis, le dernier document, pardon, c'est le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, c'est un document qui va s'intéresser littéralement à vos comptes et qui va vous permettre de constater ou en tout cas de travailler des hypothèses dans lesquelles votre trésorerie, hein, est toujours positive. Voilà. Parce que vous le remarquerez, mais quand on devient chef d'entreprise, on est confronté à des choses auxquelles on n'est pas confronté en tant que particulier, avec potentiellement des clients qui ne vont pas nous payer tout de suite, des fournisseurs qu'on n'aura pas à payer tout de suite, des charges sociales, des charges fiscales qui vont être décalées. Et tout ça, ça va vous imposer d'avoir une gestion assez précise de votre trésorerie. Encore une fois, que ce soit en micro-entreprise ou dans des formes autres, il va falloir réfléchir à ces questions, hein. Alors, à quoi ça ressemble finalement, hein, ces documents? Le plan de financement, ça ressemble à ça. C'est une vue très simplifiée, hein. D'un côté, de quoi j'ai besoin, de l'autre côté, comment je le finance, hein. Les besoins d'un côté, on dit en comptabilité, et les ressources de l'autre. L'idée, vous le constatez, c'est que le total des besoins devrait être égal au total des ressources, hein, que vous soyez parfaitement capable de financer tout ce qu'il est nécessaire de financer pour lancer votre projet. Et dans les besoins, on va retrouver des choses très classiques. Ben, finalement, voilà, aménager un local, acheter un véhicule, acheter du matériel, un logiciel, peu importe. Mais on va aussi avoir besoin de financer
la trésorerie de départ, parce que peut-être que vous aurez besoin de payer des premiers loyers, que ce soit pour un local, des premières mensualités d'assurance, ça vous concernera tous, voilà, avant même que vos clients, vos premiers clients ne vous payent. Et il va falloir donc financer ce besoin-là que vous aurez au départ en trésorerie, hein. Donc en fin de compte, il va falloir être très précis, hein, pour ne rien louper, pour éviter, hein, de se retrouver au démarrage de l'entreprise en difficulté. Voilà pour le plan de financement. Le compte de résultat, c'est un document différent. Cette fois, on ne s'intéresse plus aux besoins, à ce dont on a besoin et comment on le finance. On s'intéresse à quelles vont être mes recettes à droite et puis de l'autre côté, quelles vont être mes dépenses, qu'on va appeler les charges, hein. Et évidemment, l'idée, c'est que vos recettes, comme c'est le cas dans, on va dire, dans cette présentation que je vous montre là, soient supérieures aux dépenses pour que ça vous permette de dégager ce qu'on va appeler un résultat qui soit positif, hein. Autrement dit, que le résultat soit effectivement positif pour que vous puissiez, vous, derrière, peut-être vous rémunérer, mais aussi réinvestir dans l'entreprise, hein. Donc, ce travail-là est essentiel. Il est essentiel, il n'est pas évident parce que, les charges d'une entreprise, sont parfois pas évidentes à estimer, hein, et il faut les lister, il ne faut pas en oublier, hein. On voit régulièrement, hein, des prévisionnels, hein, qui sont faits, hein, des comptes de résultats prévisionnels avec, des loupés, avec des charges qui sont sous-estimées, avec des charges qui sont oubliées. Voilà, le problème, c'est que si vous oubliez une charge, bah, vous faussez complètement le calcul du résultat. Et voilà, et un projet qui se lance parfois avec un mauvais compte de résultat, ben, peut ne pas réussir tout simplement puisque, bah, les charges, si elles sont beaucoup plus importantes que ce qui avait été prévu, bah, l'entreprise ne peut plus fonctionner. Voilà. Et de l'autre côté, bah, vos recettes, on les estime comment? Bah, grâce à l'étude de marché. Quand on étudie son marché, ça nous permet à la fin de répondre à cette question qui va être, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser comme chiffre d'affaires? Heu, et dans différents potentiellement domaines, hein, avec des prestations, des ventes de produits, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est l'objectif du compte de résultat. Le plan de trésorerie, c'est encore un autre document qu'on va cette fois penser bien souvent de manière mensuelle. On va se demander finalement, et on va se projeter, hein, dans les comptes de l'entreprise à 3 ans et en se disant: «Voilà, quel va être le solde de départ sur le compte bancaire? Qu'est-ce que l'entreprise tous les mois va être amenée à encaisser? Qu'est-ce qu'elle va décaisser et donc qu'est-ce qu'il va rester?» Et ce mécanisme-là, il est très important parce qu'il va y avoir, en tant que chef d'entreprise et même en micro-entreprise, des décalages entre vos encaissements, donc ce que vous percevez, et puis vos décaissements, ce que vous payez. Voilà. Et ces décalages-là, il faut les gérer, hein, et c'est bien plus complexe qu'une gestion de budget personnel. Et donc, il faudra apprendre à, d'une part, faire ce plan de trésorerie de manière prévisionnelle et d'autre part, de gérer les choses une fois que vous serez en activité. Je continue et j'enchaîne sur les questions juridiques, fiscales et sociales. Alors, sur ce point-là, déjà, on va commencer par le juridique. Et d'un point de vue juridique, vous aurez, on va dire, deux grandes familles de possibilités. D'une part, l'entreprise individuelle, abrégée EI. D'autre part, hein, l'option de la société commerciale. Et dans les sociétés commerciales, vous le constaterez, vous avez peut-être déjà vu ces acronymes quelque part, hein, SARL, SAS, etc., et leur forme unipersonnelle. Donc, l'idée, c'est que déjà, ces deux groupes-là sont bien différents. L'entreprise individuelle, ce qui la caractérise, c'est que finalement, l'entreprise, c'est vous. Elle est littéralement rattachée à votre personne. Donc, il y a une forme, si vous voulez, de confusion un petit peu entre vous et l'entreprise. Et cette forme de confusion, elle va avoir des impacts d'un point de vue notamment de votre patrimoine et de la séparation finalement de votre patrimoine qu'on va appeler personnel et de l'autre côté le patrimoine professionnel. Et ça va avoir évidemment un impact potentiellement pour ceux qui vont vouloir séparer les choses, hein, puisque l'entreprise individuelle ne le permet pas, puisque l'entreprise est rattachée directement à la personne physique que l'on est. Les sociétés commerciales, par contre, elles, sont vraiment des personnalités juridiques différentes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une séparation entre le chef d'entreprise et le rôle qu'il exerce finalement dans la société et la société commerciale elle-même, qui finalement a sa propre existence, sa propre vie, et qui va être voilà, finalement un peu plus séparée de l'entrepreneur que dans le cas de l'entreprise individuelle. Vous remarquerez également que dans les entreprises individuelles, on va retrouver majoritairement les micro-entreprises. Alors pas que, pour être tout à fait précis, mais la grande majorité des micro-entrepreneurs vont se retrouver de ce côté-là, voilà, sans que, là j'ai le temps de vous expliquer en détail le pourquoi du comment, mais en tout cas, sachez que les micro-entrepreneurs, globalement, vous êtes souvent du côté-là. Ensuite, et ne prenez pas peur, voici un petit tableau, alors qu'on va évidemment pas voir dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'il va y avoir des choix à faire sur différents domaines.
Alors ce tableau-là, il présente finalement les différences qu'on va trouver entre les formes principales que l'on vient de voir là et enfin, sur différents champs. Alors, la première colonne, elle nous informe sur quoi? Sur le fait que déjà, quand on veut entreprendre à plusieurs, on n'a pas le choix, il va falloir se diriger vers une société commerciale, hein. Puisque l'entreprise individuelle, il n'y a pas de variante en soi, on est toujours un seul ou une seule à entreprendre, hein. On ne peut pas se partager le pouvoir de décision avec d'autres officiellement en entreprise individuelle. Du point de vue du capital social, il va falloir se faire à l'idée que quand on crée une société commerciale, il faut apporter un capital. Hein, ce capital-là, finalement, on le donne à la société commerciale et ensuite elle en dispose pour se financer et pour aussi avoir un poids d'un point de vue économique et financier. Donc, on va être obligé d'investir un capital finalement dans la société. En entreprise individuelle, ça n'a pas de sens puisque l'entreprise étant vous-même, voilà, on ne va pas avoir de notion de capital. Ensuite, sur le plan de la responsabilité, ça c'est un point très, très important, souvent négligé et notamment par les micro-entrepreneurs. En fin de compte, alors en entreprise individuelle, il existe depuis 2022, ce qu'on appelle la séparation des patrimoines. C'est-à-dire que, il va y avoir une différence qui sera faite entre, le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Sauf que ça se fait pas devant notaire ou que sais-je, ça se fait sur base de l'usage. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur individuel, tout ce que vous allez, pardon, utiliser dans le cadre de votre entreprise fera partie intégrante de votre patrimoine professionnel, peu importe comment vous l'avez acquis avant. C'est-à-dire que, voilà, j'ai une voiture que je possède et je l'utilise à partir de demain dans le cadre de mon entreprise individuelle. Ça peut être par exemple une micro-entreprise. Eh bien, cette voiture rejoint mon patrimoine professionnel. Et ça, il faut se rendre compte que ça a des impacts, hein, évidemment, et il faut les anticiper. Voilà. Quand on crée une société commerciale, par contre, bon, bah, il peut y avoir une limite et souvent une limite aux apports. C'est-à-dire que la responsabilité va être limitée à ce qu'on aura apporté dans la société au départ. Sauf dans un cas de figure bien connu, c'est quand on est caution. C'est-à-dire que si je crée une société commerciale et que j'emprunte potentiellement de l'argent, enfin en tout cas que cette société emprunte de l'argent, eh bien potentiellement, les financeurs vont demander à ce que vous, à titre personnel, vous soyez caution. Et donc, si la société est en difficulté, c'est vous qu'on va venir effectivement chercher pour régler les dettes. Et donc, il peut y avoir à nouveau un lien très fort entre l'entrepreneur et puis la société commerciale. Ça, c'est sur le plan de la responsabilité. Je ne vais pas plus loin, mais autant vous dire que c'est un sujet très vaste et que j'en vois beaucoup qui se lancent sans comprendre finalement qu'est-ce qu'ils risquent et qu'est-ce qu'ils ont finalement misé, hein, au départ. La situation au niveau social, eh bien, pareil, elle est très variée. Vous avez là deux grandes familles, hein, que vous pouvez voir là sur le document. Les travailleurs non salariés d'un côté et les assimilés salariés de l'autre. Voilà. Ça, ce sont deux statuts sociaux. Voilà. Ces statuts sociaux-là sont différents et encore, il y a encore des découpages à l'intérieur même de ces statuts sociaux, puisque les TNS se découpent notamment avec des TNS, je dirais, indépendants classiques et puis ceux qui vont être au régime microsocial. Donc, au niveau social, c'est pareil. Vous avez deux grandes familles avec des cotisations qui vont être sur les mêmes postes de dépenses. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous allez cotiser finalement à des choses qui vont ressembler à ce que vous voyez sur vos fiches de salaire si vous êtes salarié actuellement. Pour autant, vous allez cotiser à des taux différents et votre protection sociale va être différente, hein. Et ça, c'est un point crucial à comprendre au niveau social, puisque voilà, on n'est pas salarié, donc on n'a pas forcément la même protection qu'un salarié. Même quand on est strictement assimilé salarié, il y a des différences. Et je vous en donne une qui est très importante du point de vue du chômage, hein. Quand on est TNS ou même assimilé salarié, on ne cotise plus au chômage, donc on n'ouvre plus de nouveaux droits. Ça, c'est un filet entre guillemets de sécurité qu'on n'a plus. Voilà. Alors là, on voit aussi la mention du régime microsocial, qui est un régime spécifique à la micro-entreprise, qu'on réabordera un petit peu après. Mais là encore, quand on fait un choix, par exemple sur les crédits de micro-entreprise, il faut bien comprendre dans quoi on se lance, hein. Et puis au niveau fiscal, là encore, et vous le constatez, deux grandes familles qui sont notées, l'impôt sur le revenu, IR, l'impôt sur les sociétés, IS. Ce sont deux, finalement, catégories d'imposition différentes. Et au-delà des catégories d'imposition différentes que sont l'IS et l'IR, vous avez également des régimes d'imposition différents. Ah, là, vous voyez apparaître ici le régime microfiscal qui est spécifique aux micro-entrepreneurs. Vous voyez apparaître le régime réel d'imposition qui va concerner les sociétés. Là, je n'aurai pas le temps, hein, sur une réunion introductive, de vous faire le détail des différences. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que dans certains cas de figure, bah, vos revenus en tant que chef d'entreprise vont directement être imposés à l'impôt sur le revenu. Dans d'autres cas, les bénéfices de l'entreprise vont être imposés à l'impôt sur les sociétés. Parfois, vous aurez aussi, d'une certaine manière, un peu des deux, hein, voilà, sans rentrer dans les détails. Mais globalement, il va falloir faire un choix entre ces options-là. Et pour faire ces choix-là, bah, il va falloir travailler sur votre projet et aussi potentiellement vous former pour avoir des éléments d'information suffisants pour se dire, OK,
je choisis par exemple de créer une micro-entreprise et donc une entreprise individuelle au régime microfiscal, je sais pourquoi je le fais et je sais finalement dans quoi je m'engage. Voilà, donc faites attention du point de vue fiscal également des options. Et ça n'est pas parce qu'une personne finalement a le même projet que vous qu'elle aura les mêmes choix, les mêmes possibilités. Parce que en fonction de votre situation fiscale de départ, en fonction de votre localisation parfois même, ben, il peut y avoir des situations bien différentes pour, entre guillemets, des projets qui se ressemblent. Donc attention sur les volets juridiques, fiscaux, sociaux. Il y aura des choix à faire, hein, je vous ai déjà parlé des grands choix possibles. Et il va falloir finalement y travailler au maximum pour que vous preniez les bonnes décisions. Voilà. Alors, sur ce sujet-là, sachez que nous, Chambre de métier et de l'artisanat, on propose une formation clé en main, hein, qu'on appelle Créer son projet d'entreprise. Alors, on l'appelait également auparavant PAC Premium, mais aujourd'hui, Créer son projet d'entreprise. Donc, c'est 5 jours pour vous former à la création et gestion d'une entreprise. C'est vraiment une mine d'or, hein, cette formation-là. On voit le juridique, le fiscal, le social, la comptabilité, l'administratif, et aussi, évidemment, toutes des questions autour de l'analyse de votre marché, de la stratégie commerciale, des aides, des étapes de l'immatriculation. Enfin bref, cette formation-là, elle vous coûte, si vous la prenez en présentiel, c'est ce qui est noté là, 875 euros. Hein, elle coûte également 700 euros en format distanciel. Elle est finançable par votre CPF, par d'autres biais également dans d'autres cas. Donc vraiment, voilà, c'est pour vous dire que pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces sujets, évidemment, on a des choses à vous proposer. Et là, on parle de 5 jours. Hein, on ne parle pas de se former pendant 3 ans. On ne fait pas de vous un expert comptable, mais on vous donne toutes les bases nécessaires pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Voilà. Je fais un petit tour maintenant concernant la micro-entreprise, parce que j'imagine que certains parmi vous peut-être s'intéressent à cette forme particulière, hein, qui est très, très spécifique. Sur la micro-entreprise, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas une forme juridique. Alors, je sais que ça peut en surprendre plus d'un, parce que vous allez même entendre des fois voilà, des organismes ou des personnes parler de la micro-entreprise comme une forme juridique. Ça n'en est pas une. Voilà. Donc déjà, quand on crée une micro-entreprise, si on ne sait pas la forme juridique qu'on va choisir, on va avoir un problème. Hein. Enfin, on s'expose à des problèmes ou en tout cas à des mauvaises surprises. Hein. Et c'est par contre une forme, effectivement, d'un point de vue fiscal et au niveau social, la micro-entreprise, qui va être limitée en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tant que vous êtes en dessous hein, des chiffres d'affaires, notamment qui sont affichés là dans le tableau, en fonction de la nature de vos activités, vous pouvez potentiellement choisir la micro-entreprise. Mais ce n'est certainement pas parce que vous êtes en dessous que la micro-entreprise est la forme idéale. Non, non, pas du tout. Hein. Et vous voyez que ce tableau que je vous présente là, il présente certaines limites en termes de chiffre d'affaires à ne pas dépasser qu'on ne peut pas, pardon, dépasser en micro-entreprise. Et vous voyez qu'il est noté seuil de franchise de TVA. Alors, sans rentrer dans les détails sur ce sujet-là, ces seuils-là, ce sont des seuils intermédiaires, en fin de compte, et il va y avoir un impact si vous les dépassez. Alors, ça n'est pas interdit de les dépasser, mais pour autant, il va y avoir des changements, notamment au niveau de la gestion de la TVA. Hein. Donc, ces seuils-là, c'est très important d'y faire attention et surtout de comprendre comment ils fonctionnent. Donc là, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais très sincèrement, un micro-entrepreneur qui ne maîtrise pas les seuils et leur fonctionnement, ça pose de vraies difficultés. En sachant que là, je l'ai indiqué, hein, je vous ai mis entre guillemets des principaux seuils, mais il y en a d'autres, et surtout des fonctionnements particuliers, comme avec le seuil de la franchise, hein, sur lequel on peut éventuellement avoir des fois une tolérance en cas de dépassement, mais très particulière et très provisoire. Et puis, il y a également des fonctionnements particuliers sur les seuils maximum, hein, en fonction éventuellement, si on les dépasse, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que ces seuils-là, ce sera toujours à vous de les contrôler. Personne ne va toquer à votre porte parce que vous vous rapprochez d'un seuil. C'est à vous, en tant que chef d'entreprise, de les connaître et d'avancer dans la bonne direction et de prendre les bonnes décisions. Hein. Donc faites attention, en tout cas, il y a des limites. Ensuite, au niveau fiscal en micro-entreprise, bon, ben là, c'est pareil. On a une fiscalité très spécifique, hein, avec potentiellement un régime qu'on appelle le régime classique, le micro-fiscal classique, où on va avoir des taux d'abattement qui vont être appliqués sur nos chiffres d'affaires. C'est-à-dire que globalement, si je le dis autrement, l'administration fiscale va estimer votre chiffre d'affaires et vous imposer en fonction de ces estimations. Donc attention, évidemment, les pourcentages qui sont notés là, ce n'est pas les pourcentages qu'on va vous prendre, c'est des pourcentages d'abattement. Donc ils vont servir à un moment donné dans un calcul, un petit calcul qu'il faut comprendre pour bien pouvoir estimer ce qui va être imposé en fin d'année. Voilà. Ça, c'est une vraie difficulté. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas finalement en micro-entreprise dans quelle mesure ils vont être imposés. Ce qui se passe, c'est que ce régime, enfin finalement dans le régime classique, mais dans tous les cas en micro-entreprise, vous pouvez vous retrouver dans une situation qu'on n'aime pas du tout, qui consiste à payer de l'impôt sur de l'argent qu'on n'a pas gagné. Ça, c'est possible en micro-entreprise si on ne fait pas attention et si on ne comprend pas la fiscalité. C'est pour ça que je vous en parlerai, mais dans la petite formation, parce qu'on fait une formation réduite pour les micro-entrepreneurs,
On aborde la fiscalité, ça dure, on va dire, 2 à 3 heures. Évidemment, on en parle tout le long de la formation, mais pour que vous puissiez comprendre et estimer ça correctement. De l'autre côté, vous voyez un autre tableau. Là, vous dites: «Mais ça fait beaucoup de pourcentages et surtout, ils sont complètement différents de ceux du tableau de gauche». Eh bien oui, parce qu'en micro-entreprise, il y a une option fiscale possible qu'on appelle le versement fiscal libératoire. Alors, le nom est plutôt vendeur parce que c'est noté libératoire, mais pour autant, attention, hein, cette option finalement, déjà, elle est accessible que sous certaines conditions qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre et deuxièmement, ça va changer la manière dont l'impôt est calculé. Ça ne veut pas dire qu'on paye moins d'impôts ou plus d'impôts, ça dépend des cas en fin de compte, hein. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on en paye moins, pas systématiquement. Ça peut vouloir dire qu'on va en payer moins. Et donc, finalement, quand vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est directement un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui va être prélevé au titre de l'impôt. Le problème, c'est que vous en avez beaucoup qui choisissent l'une ou l'autre des options sans comprendre et qui se retrouvent soit à payer de l'impôt sur l'argent qu'ils ne gagnent pas, soit à payer de l'impôt alors qu'ils n'auraient jamais dû en payer s'ils avaient choisi l'autre option. Ces deux cas de figure-là, on ne les aime pas et c'est pour ça qu'on vous propose effectivement d'aller un petit peu plus loin avec vous pour ceux qui veulent aller en micro-entreprise, pour bien que vous maîtrisiez ça. C'est essentiel, c'est un minimum pour ne pas se planter, ne pas faire n'importe quoi. Voilà, je ne vais pas plus loin, mais vraiment attention, hein. Et au niveau social, donc au niveau de votre, régime social en micro-entreprise, eh bien, vous êtes travailleur et non salarié, mais avec un régime spécifique, donc des cotisations spécifiques et une protection sociale spécifique. Voilà. Donc les pourcentages que vous voyez là, c'est encore une fois les taux enfin là, c'est des taux de cotisation par je dirais pas encore une fois, c'est 7 fois des taux de cotisation. Donc là, c'est véritablement des pourcentages qui seront prélevés sur vos chiffres d'affaires, enfin qui vont être prélevés en fonction de vos chiffres d'affaires. Et donc c'est important de les connaître, de les maîtriser, de savoir comment ça fonctionne, sur quoi ils vont s'appliquer, quand ils vont s'appliquer, hein, évidemment. Donc là, on voit que par exemple, voilà, dans la prestation de service, voilà 21,2 l'achat-revente 12,3 et puis dans les activités libérales, attention, une augmentation qui est prévue en 2026. Donc ces taux-là, ils sont importants à connaître et surtout, il peut y avoir pour certains d'entre vous une réduction de ces taux-là de cotisation qu'on appelle l'ACRE, hein, l'aide à la création reprise d'entreprise, mais c'est sous condition, encore une fois, là, il faut comprendre, il faut faire la demande au bonne et due forme, d'autant qu'en micro-entreprise, elle est spécifique. Et une fois qu'on a compris tout ça, l'avantage, c'est que c'est bien plus simple, enfin, en tout cas, c'est extrêmement simple à gérer. Voilà. Mais donc, on a des cotisations sociales qui financent une protection sociale. Attention, certains éléments de votre protection sociale vont être à considérer. Plus de mutuelles complémentaires, pas de prévoyance par défaut non plus, pas d'indemnité journalière la première année. Donc, vous voyez, la micro-entreprise, globalement, il y a des points qu'il faut connaître, maîtriser pour ne pas se lancer dans l'inconnu. Voilà. C'est une possibilité qui peut être très intéressante pour certains d'entre vous, mais il ne faut pas s'y lancer tête baissée. C'est vraiment le message. Pour ça, nous, on vous propose 2 jours, hein, de formation qu'on appelle, consolider son projet de micro-entreprise. Alors auparavant, on appelait ça aussi le pack micro, voilà. Donc c'est 2 jours pour vous former à la gestion d'une micro-entreprise, et vérifier que ce régime finalement est bien adapté pour vous. Donc on voit le juridique, le fiscal, le social, les déclarations obligatoires, la comptabilité simplifiée en micro-entreprise, l'administratif, tout ça en 2 jours clés en main, voilà, pour que vous puissiez vraiment apprendre à créer et gérer une micro-entreprise. 450 € finançables à 100 potentiellement par le CPF ou par d'autres billets. Donc vraiment, ne vous privez pas, surtout que voilà, on a vraiment concocté une formation et on a beaucoup amélioré avec le temps qui est clé en main, qui vous permet de ressortir avec toutes les informations. Et 2 ou 5 jours à prendre, hein, en fonction du cas de figure, quand on veut créer une entreprise, j'ai envie de dire que c'est vraiment la moindre des choses quand on voit l'impact que ça peut avoir sur votre vie et éventuellement, potentiellement, sur la vie de vos proches, hein. Ensuite, une fois qu'effectivement on a parlé de tout ça, on va pouvoir et que le projet est préparé, donc on a fait, ses choix, alors juridiques, fiscaux, sociaux, on a préparé tout le projet et puis maintenant il va falloir le faire financer. Et bien pour faire financer son projet, on va pouvoir aller solliciter par exemple, une banque avec des prêts bancaires traditionnels, hein, on peut aller solliciter les banques traditionnelles. On peut également évidemment et on est souvent invité à le faire, mettre de l'apport, hein, tout à fait, apporter quelque chose soi-même, que ce soit du capital ou autre chose ou du matériel ou autre chose, voilà. Et puis quand on va faire un prêt à la banque, se pose la question des garanties. Parce que bien souvent, quand on fait un prêt, il faut, enfin en tout cas, le financeur s'attend à avoir des garanties. Et de ce point de vue-là, alors on a des organismes qui existent qui peuvent vous proposer des garanties, sous réserve que les projets soient évidemment viables et bien préparés. Mais on peut aussi vous faciliter la vie de ce point de vue-là en allant vous aider à aller chercher des garanties de prêt. Voilà. Il y a de la souplesse dans certains cas de figure, et ça, on peut vous aider à effectivement vous mettre en relation avec des organismes qui peuvent vous soutenir de ce point de vue-là pour ensuite débloquer l'accès au financement.
On peut également vous aider à aller chercher des prêts d'honneur. Des prêts d'honneur, c'est des prêts à 0% sans garantie. Donc très intéressant, mais encore une fois, ça suppose simplement que le projet soit préparé. Et de toute manière, une fois qu'il est préparé, on va aller le présenter de la même manière pour aller chercher un prêt bancaire traditionnel, des garanties, éventuellement des subventions, des prêts d'honneur, des aides, etc. Mais ça suppose toujours une chose, c'est que le projet, voilà, et le plan d'affaires, vous voyez, c'est noté sur la droite, plan d'affaires, le business plan, c'est la même chose, que ce plan d'affaires, ce business plan soit préparé. Voilà. Donc le financement, le message, c'est ne vous fermez pas de porte. Il existe des possibilités de financement. Il ne faut pas en avoir peur, entre guillemets. Une fois qu'on prépare son projet, nous, on vous met en relation avec les financeurs pour que vous puissiez aller le défendre et puis obtenir vos financements pour que votre projet puisse se faire dans les meilleures conditions et, voilà, et au moment où vous le souhaitez. Voilà. Donc vraiment là-dessus, ne craignez pas de vous lancer, voilà, de ce point de vue-là, ou en tout cas de vous lancer dans la préparation de votre projet. Évidemment, vous n'êtes pas seul, puisque nous, Chambre du métier et de l'artisanat, on est là pour vous accompagner dans ce projet-là. En fin de compte, sans le savoir, vous avez démarré ce parcours que vous voyez là, ce qu'on appelle le parcours du créateur ou du repreneur. Vous êtes en train de faire l'étape 1, vous êtes en train de vous informer, de prendre les premières informations, les bases, vraiment l'introduction. L'étape suivante, ce sera éventuellement l'étape 2, c'est d'avoir un petit échange avec nous, par mail, par téléphone, peut-être sur place en fonction des cas. Attention, toujours sur rendez-vous. Mais globalement, on peut avoir un échange ensemble, en individuel, pour discuter de votre cas de figure et puis vous orienter dans la suite. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant en fonction des cas de figure. Sinon, vous passez directement à l'étape 3, l'étape de la formation. Vous avez vu les formations que je vous ai présentées, celle de 2 jours pour la micro-entreprise, celle de 5 jours pour ceux qui se lanceraient en dehors de la micro-entreprise, ou qui éventuellement ne savent pas trop pour l'instant et veulent voilà, une formation, on va dire, de base très solide. Potentiellement, certains entrepreneurs font les deux parce que les deux peuvent être parfaitement complémentaires pour, par exemple, d'abord démarrer en micro et avoir en ligne de mire qu'à horizon 1, 2 ou 3 ans, on change pour une forme un peu plus costaud, mais qui demandera un peu plus de connaissances au niveau de la gestion. Donc, formez-vous maintenant, puisque une fois que vous aurez la tête dans le guidon, que vous serez chez l'entreprise, vous n'en aurez malheureusement peut-être parfois plus l'occasion ou moins l'occasion surtout. Une fois que vous êtes formé, que vous avez les bases, eh bien, on peut évidemment vous accompagner en individuel, cette fois de manière bien plus précise, bien plus poussée, pour vous aider à structurer votre projet. Donc, on va vous aider à travailler à l'adéquation personne-projet, travailler votre étude de marché. On va vous aider à définir ce dont vous avez besoin, à clarifier l'étude financière prévisionnelle et la faire même avec vous. Donc, on va vous aider à construire votre plan d'affaires, y compris votre prévisionnel financier. Et une fois que votre projet sera structuré, alors entre l'étape 4 et l'étape 5, il peut y avoir une étape intermédiaire si vous irez chercher vos financements. Et ensuite, on vous aidera également à déclarer administrativement l'entreprise, donc à vous immatriculer. Donc, vous voyez, vous êtes rentré finalement dans cette démarche-là. Donc, je vous invite évidemment à poursuivre avec nous les différentes étapes. Ça peut aller très vite dans certains cas. Ça peut être beaucoup plus long dans d'autres en fonction des projets, en fonction de vous, du temps que vous avez à y consacrer. Mais voilà, vous êtes sur la route de votre projet, donc vous n'avez entre guillemets plus qu'à continuer ces étapes dans l'ordre. Sur les formations, je vous en ai déjà parlé. Donc, celle de gauche, consolider son projet de micro-entreprise, donc 450 € finançable, évidemment à 100% dans certains cas par le CPF. La formation tout à droite, créer son projet d'entreprise, c'est celle de 5 jours dont je vous parlais. Voilà. Il peut y avoir également un intermédiaire dans certains cas hors micro qu'on appelle consolider son projet d'entreprise, mais vous inquiétez pas. Ça, c'est des choses qu'on voit en individuel parce que certains d'entre vous, en fonction de là où vous êtes, de là où vous voulez aller, une ou plusieurs des formations peuvent être pertinentes. Et ça, évidemment, on peut vous la proposer, ces formations, enfin, on peut vous les proposer en présentiel, certains établissements en présentiel, donc directement à la CMA, ou éventuellement, et dans tous les cas, vous pouvez également les faire à distanciel. Voilà, enfin, en distanciel, c'est-à-dire voilà, de chez vous. Voilà. Évidemment, le présentiel, le grand avantage, c'est que voilà, il y a des groupes et vous pouvez poser vos questions en direct, etc. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Évidemment, on peut vous former sur d'autres sujets si vous avez besoin. On peut vous former en bureautique, par exemple sur Excel. On peut vous former sur les réseaux sociaux. On peut vous former éventuellement de manière plus poussée sur de la comptabilité. On peut même vous former sur 2 ans pour devenir et avoir un diplôme certifiant adjoint dirigeant d'entreprise artisanale. Voilà, on peut vous faire la formation hygiène dans l'alimentaire ou dans l'esthétique. On peut vous former à différents métiers. On a finalement des centres de formation qu'on appelle les centres CMA formation, dans lesquels on peut vraiment vous former tout au long de la vie de votre entreprise et je dirais pour l'instant,
tout au long de votre projet de création d'entreprise, hein. Donc vraiment là-dessus, on a un panel de choses à vous proposer, très intéressant. Donc profitez de ce moment où vous préparez votre projet pour réfléchir à ces questions. Pour l'accompagnement individuel, à la structuration de votre projet, hein, préparer votre plan d'affaires, votre business plan, le faire tout seul, c'est pas évident, donc on peut vous accompagner. De ce point de vue-là, il y a un dispositif très connu dans la région Grand Est que vous voyez ici en deuxième, c'est le chèque réa préparation de projet. Donc ça, c'est la région Grand Est qui peut financer, dans certains cas de figure, à 100 l'accompagnement à la préparation du projet. Ça peut être pour les personnes qui sont inscrites à France Travail, indemnisées ou non, ou les personnes qui ont moins de 30 ans, ou les personnes qui sont dans un dispositif de reconversion, donc par exemple de démission pour création d'entreprise. Voilà. Donc dans tous ces cas-là, attention, il faudra bien qu'on en discute en individuel, hein, pour valider, mais la région Grand Est prend en charge à 100 donc pour une valeur de 630 €, l'accompagnement individuel. Évidemment, pour ceux qui ne rentreraient pas dans les critères, c'est des accompagnements que vous pouvez financer vous-même, hein, 380 € ou 630 € en fonction des besoins. J'ai envie de dire, voilà, ces accompagnements-là sont extrêmement vite rentabilisés puisque votre projet, s'il tourne à la fin, qu'il fonctionne et que vous avez tout bien comme il faut, clairement, c'est largement, largement rentabilisé. Pour ceux qui sont, sur des projets de reprise d'entreprise, notamment artisanale, eh bien, il peut y avoir un accompagnement 100 pris en charge par la région, voilà, par la région Grand Est, voilà. Donc très clairement, pour vous accompagner en individuel, il y a tout un tas de dispositifs qui existent, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse les mettre en place et déclencher ces accompagnements avec vous. Voilà. Voilà, là, c'est la présentation du chèque REA. Vous retrouvez, hein, sur le site du chèque REA les différentes informations si vous tapez chèque REA Grand Est. Et donc ça, dans tous les cas, si vous souhaitez qu'on poursuive ensemble, on vous enverra tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le commander et déclencher un accompagnement financé avec nous. Au niveau des aides, évidemment, il existe des aides, mais ça, c'est pareil, c'est des sujets qu'il va falloir sans doute voir en individuel. Il existe, alors des aides sur le plan social. Alors, je vais parler évidemment de l'ACRE, hein, qui va être une réduction de cotisation sociale, mais il peut y avoir éventuellement parfois aussi des aides spécifiques en fonction de votre situation personnelle, hein. Vous avez des sites qu'on peut vous recommander pour aller faire des simulations pour tout ça, évidemment, gratuites et légales. On peut avoir évidemment des aides au niveau fiscal. Donc, au niveau fiscal, on peut avoir des exonérations d'impôts, parfois, par exemple, en fonction de l'activité, de la localisation. On peut avoir des subventions tout court, là, c'est notre aide financière, parfois, notamment, par exemple, pour les moins de 30 ans. Il y a un exemple que j'ai en tête, mais il peut y avoir d'autres dispositifs locaux. Il peut y avoir parfois des aides à l'innovation qui interviennent bien souvent plutôt une fois que l'entreprise est créée et pas avant, mais ça peut arriver. Voilà. De ce point de vue-là, pardon, vous avez un site aideentreprise.fr qui existe, que vous pouvez consulter librement. C'est un site parfaitement officiel. Vous rentrez votre situation et puis ça vous indique parfois des dispositifs d'aide, hein. Il peut y avoir notamment sur ce site-là beaucoup de dispositifs d'aide au financement de votre entreprise. Il peut y avoir aussi, et ça rejoint le volet aide sociale, des aides de France Travail, avec la possibilité, dans certains cas, de maintenir vos indemnités chômage, de percevoir un capital. Tout cela, c'est également des points à considérer en individuel et surtout, faites attention, hein, ne signez pas, ne vous engagez parfois pas dans des démarches sans savoir là où vous allez. Comme site ressources, qui est présenté juste à droite, vous avez également BPI France Création, qui est un site très intéressant pour les consulter, éventuellement des informations sur les aides, mais pas que. Voilà. Voilà, globalement, au niveau des aides, c'est possible, mais pour ça, bien souvent, c'est un travail individuel avec vous, hein, puisque en fonction de votre situation, de votre projet, ça va évidemment varier. Mais il existe des choses, voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Concernant une nouveauté 2025 dont je souhaite vous parler à la Chambre de métiers et de l'artisanat, c'est ce qu'on appelle le Pass CMA Liberté. Le Pass CMA Liberté, c'est quoi? C'est l'idée de regrouper tout un ensemble de services hyper utiles pour votre création d'entreprise au sein d'un abonnement qui va être à un tarif de 19,90 € hors taxe par mois. Dans cet abonnement-là, vous avez un conseiller qui vous sera affecté à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Vous avez deux formalités d'entreprise incluses par an. Dans ces formalités, il y a notamment l'immatriculation, donc la création de notre entreprise. Il peut y avoir la demande d'ACRE, hein, pour ceux qui veulent une réduction de cotisation sociale. Il peut y avoir une demande de carte commerçant ambulant pour ceux qui vont, par exemple, travailler sur les marchés, etc. Donc, tout un tas de formalités administratives qu'on va pouvoir inclure dans cet abonnement-là. Vous avez 2 rendez-vous inclus avec un conseiller pour justement, peut-être parfois, soit travailler sur votre projet, soit après coup, éventuellement faire un suivi de votre entreprise. Et il peut y avoir également, dans certains cas de figure, hein, ça dépend un petit peu aussi de ce que vous cotisez, des formations qui sont prises en charge, en tout cas des restes à charge de formation qu'on va, nous, Chambre de métier, prendre en charge pour que vous puissiez vous former vraiment
dans de très bonnes conditions, à des tarifs, je dirais, très, très compétitifs. Donc, on propose ça aux micro-entrepreneurs, aux entreprises individuelles classiques et puis également aux sociétés. Donc voilà, c'est hyper intéressant et surtout, c'est très largement et rapidement amorti quand on est sur une création d'entreprise. Voilà. Donc évidemment, si vous souhaitez en savoir plus, bah, il suffit de nous contacter à l'issue de cette réunion pour qu'on puisse déclencher ça pour vous. Voilà. Alors, une fois que le projet il est prêt, voilà, hein, je reviens un petit peu au fil de ma présentation. Une fois que vous souhaitez lancer votre entreprise, eh bien, la phase d'immatriculation, justement, hein, j'en parlais juste avant, eh bien, on peut vous accompagner. C'est-à-dire le fait de déclarer administrativement votre entreprise officiellement, on peut le faire pour vous, on peut le faire avec vous. Donc, vous pouvez nous confier votre immatriculation hein, par ce qu'on appelle un mandat. Donc, vous nous donnez mandat pour gérer votre immatriculation. Vous allez avoir un conseiller chambre de métier de l'artisanat, hein, un conseiller CMA qui va être dédié à votre dossier, qui va vous accompagner tout au long de votre démarche d'immatriculation. Et de ce fait, votre entreprise, elle va être créée en toute simplicité, en toute sécurité. Voilà. Donc vraiment, sur l'immatriculation, moi, j'ai envie de vous dire, faites attention parce qu'on voit un peu tout et son contraire. On voit tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup finalement d'informations qui ne sont pas véridiques, qui circulent sur Internet. Donc, voilà, nous, on peut vous proposer effectivement ce service-là d'immatriculation. Et nous, évidemment, on va déposer votre dossier d'immatriculation auprès d'un organisme qu'on appelle l'INPI, hein, qui va effectivement, lui, contacter tous les organismes pour que votre entreprise soit créée vraiment dans les bonnes conditions. Et souvent, ce qui pêche, c'est qu'on voit parfois des entrepreneurs qui font ces démarches-là tout seuls. Alors, dans certains cas, c'est possible hein, de le faire seul, mais qui vont remplir les mauvaises informations, mal décrire leur activité, mal cocher certaines cases parce que c'est pas évident, et qui vont se retrouver avec des entreprises qui sont mal déclarées. Et ça peut avoir des impacts très importants et très néfastes pour votre entreprise. Donc, vraiment, faites attention. Nous pouvons vous immatriculer si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dans ce cadre-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'offre Mes formalités clés en main, hein. C'est cette offre-là, notamment, où on va pouvoir vous immatriculer tout seul. Enfin, en tout cas, on va pouvoir vous immatriculer en individuel. Voilà. Bah, ouais, par exemple, pour une micro-entreprise, vous voyez, pour vous donner un ordre de grandeur, si je parle TTC, là, c'est des tarifs hors taxes qui sont notés. Pour une micro-entreprise, on va facilement monter à 110, 130 euros, 134 euros, même quand on va avoir éventuellement une demande d'acte. Bah, globalement, ces tarifs-là, ils sont très rapidement rentabilisés dès lors que vous prenez le fameux pass CMA Liberté, hein. C'est pour ça que vous pouvez prendre à l'unité, mais dans le cadre de l'abonnement, clairement, vous avez tout un tas de services utiles. Donc, l'accompagnement de la Chambre de métier de l'artisanat, bon, bah, c'est une des clés de la réussite de votre projet. Ce n'est pas la seule, puisque évidemment, vous restez le ou la mettre à bord. Et donc, ce sera évidemment à vous hein, de créer puis de gérer l'entreprise. Nous, on est là à vos côtés. Donc, ne restez pas seul face à tout ça. Vous avez un interlocuteur, c'est la Chambre de métier de l'artisanat, pour vous aider à construire votre projet, pour aller jusqu'à l'aboutissement de celui-ci, pour vous mettre en relation avec d'autres organismes quand il y a besoin. Et voilà, pour utiliser, nous, tous nos réseaux de partenaires pour que vous soyez vraiment dans les meilleures conditions. Et il faut vous dire une chose, statistiquement parlant, les entreprises formées, enfin les entrepreneurs formés, les entreprises accompagnées, eh bien, à 3 ans, elles sont encore là dans la grande majorité. Tandis que quand vous faites ça rapidement et finalement sans savoir, même si vous êtes de bonne foi, ben, globalement, bien souvent, ça échoue hein, parce que vous n'avez pas eu toutes les informations et vous n'avez parfois, malheureusement, par manque d'informations et de formation, pris des décisions qui auront conduit à l'échec de l'entreprise. Donc, nous, on est vraiment là pour optimiser ça et que vous puissiez voilà, gérer votre entreprise vraiment dans les bonnes conditions. Voilà. Donc, lancez-vous. En tout cas, nous, on sera là pour vous accompagner si vous souhaitez poursuivre dans votre projet de création d'entreprise. Nous, Chambre de métier de l'artisanat, nous sommes présents sur tous les départements du Grand Est, évidemment. Vous avez un numéro de téléphone unique, le 30 06. C'est évidemment un numéro 100% gratuit. Et donc là, ce que je vous affiche ici, ce sont les adresses e-mail de l'ensemble des départements, enfin des services départementaux. Donc, n'hésitez pas hein, à tout simplement prendre note de cette adresse email et puis contacter la CMA de votre département ou tout simplement en appelant le 3006. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Ça permet de simplifier les choses également, d'avoir un numéro unique. Donc voilà, dans tous les cas, ça reste la Chambre de métier de l'artisanat Grand Est. Hein. Les prestations sont équivalentes dans tous les départements et vous avez dans chaque département des conseillers de proximité pour vous accompagner dans votre projet. Pour ceux qui sont à l'aise, éventuellement, je vous laisse quelques secondes afficher ce petit QR code hein, qui va vous permettre de donner votre avis sur cette réunion introductive. Là, on a passé une petite heure ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à flasher ce QR code pour ceux évidemment qui le souhaitent, voilà, afin que vous puissiez donner votre avis. C'est toujours important et nous, ça nous aide évidemment
à nous améliorer, à toujours vous donner les informations que vous cherchez pour que voilà, votre création d'entreprise se fasse dans de très bonnes conditions. Donc voilà, je vous laisse encore quelques secondes ce petit QR code, vous pouvez le flasher et simplement rendre compte de votre satisfaction. Et je vous réaffiche dès maintenant les coordonnées, hein, des différents départements, donc des chambres de métiers dans les différents départements, avec le numéro unique qui est le 30 06. Moi, je vous remercie vivement, vivement pour votre attention lors de cette réunion-là. Je vois que vous êtes encore tous connectés, donc c'est super. Et je vais évidemment prendre le temps, hein, de répondre à vos différentes questions sur le chat, s'il en reste, mais je vois effectivement qu'il en reste. Voilà. Donc, merci à tous pour votre attention et je vais désormais voilà, répondre aux questions sur le chat.